Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer à vous lire, ce sera peut-être en plusieurs parties, un livre très intéressant, La fabrication du consentement par Noam Chomsky et Edouard Herman. Alors, il ne s'agit pas de l'ouvrage que je vous ai déjà lu de Edouard Bernays, mais de celui de Noam Chomsky, de la propagande médiatique en démocratie. Il n'aura échappé à personne que le postulat démocratique affirme que les médias sont indépendants, déterminés à découvrir la vérité et à la faire connaître, et non qu'ils passent le plus clair de leur temps à donner l'image d'un monde tel que les puissants souhaitent que nous nous le représentions, qu'ils sont en position d'imposer la trame des discours, de décider ce que le bon peuple a le droit de voir, d'entendre ou de penser, et de gérer l'opinion à coup de campagne de propagande. Citation: les mêmes qui leur ont ôté les yeux reprochent au peuple d'être aveugle. John Milton. Au sujet du scandale de l'Irangate, on blâma le président pour sa désinvolture. Mais le peuple avait pourtant eu tout loisir de constater que telle était sa manière ordinaire de faire, ou de ne rien faire, avant de le porter à la Maison-Blanche. Pas une fois, mais bien deux. James Reston. Préface. Cet ouvrage est construit autour de ce que nous appelons un modèle de propagande, une construction analytique dont l'objet est de tenter de rendre compte du fonctionnement des médias américains à partir des structures institutionnelles de base et du système de relations dans lequel ils opèrent. Notre point de vue est que les médias, entre autres fonctions, jouent le rôle de serviteurs et de propagandistes des puissants groupes qui les contrôlent et les financent. Les porteurs de ces intérêts ont des objectifs précis et des principes à faire valoir. Ils sont aussi en position d'infléchir et d'encadrer l'orientation des médias. Cela ne s'opère généralement pas au moyen d'interventions directes et grossières, mais plutôt grâce à la sélection d'un personnel politiquement aux normes et l'intériorisation par les rédacteurs et les journalistes des priorités et des critères définissant ce qu'est une information valable en conformité avec les politiques de l'establishment. Les facteurs structurant le système sont la propriété et le contrôle direct des médias, mais aussi les autres sources de dépendance financière, et particulièrement les annonceurs, ainsi que les intérêts et liens croisés des médias avec ceux qui font, et ont les moyens de définir, l'information et son sens. Le modèle de propagande intègre aussi d'autres formes de pouvoir, comme la capacité d'organiser des campagnes de protestation contre le traitement d'une information par les médias, dans le jargon Flak, du nom d'un canon de DCA allemand, et de fournir des experts, entre guillemets, confirmant la version officielle d'un événement donné. Enfin s'ajoute la capacité à faire régner l'idéologie et les principes élémentaires que les élites et le personnel médiatique tiennent pour acquis, alors même qu'une bonne part de la population les récuse. Dans un tel contexte, les pouvoirs qui possèdent les médias, les financent par le biais de la publicité, définissent l'information a priori, puis produisent tant les contrefeux que les experts sur mesure nous semblent être au cœur de la production de l'idéologie dominante et des catégories d'entendement. Pour nous, ce que font les journalistes, ce qu'ils considèrent comme de l'information digne d'intérêt et les présupposés sur lesquels se fonde leur travail, s'explique généralement très bien par le seul jeu des incitations, pressions et autres contraintes que prend en compte une telle analyse structurelle. Bien que prépondérants dans le fonctionnement des médias, ces facteurs structurels ne contrôlent pas tout, et les effets qu'ils produisent sont loin d'être constants, simples et homogènes. Il est de notoriété publique, et doit être intégré à part entière dans une critique institutionnelle telle que celle que nous présentons ici, que les divers composantes des médias jouissent d'une relative autonomie, que certaines valeurs individuelles ou professionnelles ne sont pas sans influence, que l'on prend soin d'éviter d'imposer une ligne éditoriale stricte, et que le système s'accommode parfaitement à un certain degré de dissidence, mettant en cause les versions des faits les plus consensuelles. Ce sont ces particularités qui assurent une certaine dose de dissidence et la couverture, comme dans certains reportages, de faits embarrassants. Toute la beauté du système réside cependant dans le fait que ces points de vue dissidents et ces informations dérangeantes restent encadrés et tenus à la marge, de sorte que, s'ils permettent d'affirmer que le système n'est pas monolithique, ils restent en proportion suffisante pour ne pas compromettre la domination de la ligne officielle. Il est important de souligner que c'est bien de la structure de l'appareil médiatique et de son fonctionnement qu'il s'agit ici de traiter, non de son influence sur le public. Sans doute l'adhésion des médias avec un minimum de dissidence à un ordre du jour officiel a-t-elle généralement pour effet de pousser le public dans la direction voulue, mais tout est question de degré. Lorsque les intérêts du public divergent drastiquement de ceux des élites, et lorsque celui-ci dispose de ses propres sources d'informations indépendantes, la ligne officielle peut être fortement ébranlée.
Ce que nous soulignons est que le modèle de propagande décrit des forces qui surdéterminent la forme de ce que font les médias, ce qui n'implique aucunement que toute propagande médiatique soit nécessairement efficace. On trouvera en fin de chapitre une réactualisation du modèle de propagande et des études de cas présentées dans la première édition en 1988, qui demeurent tous parfaitement opérationnels. Noam Chomsky et Edward Herman, 2002. Vous voyez que Noam Chomsky, il avait quand même de l'avance, en termes de réflexion sur le monde. Introduction. Des années de recherche consacrées aux médias nous ont convaincus que les médias sont utilisés pour mobiliser un vaste soutien aux intérêts particuliers qui dominent les sphères de l'État et le secteur privé. Leur choix de mettre en avant un sujet ou d'en inculter d'autres s'explique souvent beaucoup mieux dans un tel cadre d'analyse, ou dans certains cas avec la force de l'évidence. Il n'aura échappé à personne que le postulat démocratique affirme que les médias sont indépendants, déterminés à découvrir la vérité et à la faire connaître, et non qu'ils passent le plus clair de leur temps à donner l'image d'un monde tel que les puissants souhaitent que nous le représentions. Ceux qui dirigent les médias crient haut et fort que leurs choix éditoriaux sont fondés sur des critères impartiaux, professionnels et objectifs, ce que cautionnent les intellectuels. Mais il s'avère effectivement que les puissants sont en position d'imposer la trame des discours, de décider ce que le bon peuple a le droit de voir, d'entendre ou de penser, et de gérer l'opinion à coup de campagne de propagande. L'idée communément acceptée du fonctionnement du système n'a alors plus grand-chose à voir avec la réalité. Pour Herbert Gans, les convictions qui fondent le traitement de l'information sont des valeurs professionnelles qui sont caractéristiques du journalisme national et sont acquises par la pratique. En matière d'info, il est de règle d'ignorer les implications de ce dont on parle. Fin de la citation. Dans son ouvrage Deciding What's News, Gans soutient que les reporters sont dans leur grande majorité objectifs, mais le sont dans un environnement où prédomine la croyance en un système de valeurs profondément ancrées, incluant notamment l'ethnocentrisme et l'idée d'un capitalisme responsable. Si on suit cette logique et qu'il apparaissait que les reporters de la Pravda opèrent dans un environnement où prédominent les contraintes de la croyance en la justice immanente d'un communisme responsable, entre guillemets, il n'y aurait plus lieu de mettre en cause leur objectivité. En outre, ainsi que nous le montrerons plus loin, Gans minimise très largement à quel point le cadre de présupposés auquel doivent se cantonner les journalistes est limitatif. Quant aux néoconservateurs, ils dépeignent fréquemment les médias comme autant de bastions de la gauche menant une croisade contre le système. Ils occultent ainsi le fait que les médias, industrie à part entière, sont de grosses entreprises ayant à leur tête de riches entrepreneurs ou des multinationales, dont les participants de ce que les néoconservateurs appellent la culture libérale des médias sont les employés. Ils occultent aussi le fait que ces derniers acceptent très largement l'idéologie de base du système et en fait ne diffèrent des autres membres de l'establishment que dans les tactiques mises en œuvre pour atteindre des buts identiques. Mais les néoconservateurs sont généralement peu disposés à laisser qui que ce soit s'éloigner trop de leur position. Et notre analyse montre que leur rôle est précisément de recourir à l'intimidation pour s'assurer que finissent par être exclus des médias jusqu'à l'infime part de dissidence aujourd'hui tolérable. Depuis bien longtemps, les auteurs ayant travaillé sur l'opinion publique, la propagande et les nécessités politiques de l'ordre social ont souligné le rôle crucial de la propagande pour ce que Walter Lippmann appelait la fabrication du consentement. Il a affirmé dès le début des années 1920 que la propagande était d'ores et déjà devenue un outil ordinaire pour gouverner les hommes, dont l'importance et le niveau de sophistication ne cessaient de croître. Il ne s'agit pas ici de prétendre que les médias ne servent à rien d'autre, mais que cette fonction de propagande est une caractéristique centrale. Le modèle de propagande que nous décrivons en détail dans le premier chapitre permet d'éclairer les forces qui induisent les médias à jouer leur rôle d'organes de propagande, les processus de sélection biaisée de l'information et les choix éditoriaux qui en découlent. Dans les chapitres suivants, nous nous efforçons de démontrer qu'on peut appliquer ce modèle à la production médiatique telle qu'elle se présente à nous. Les critiques systémiques des médias, telles que celles que nous développons dans cet ouvrage, sont généralement stigmatisées par les commentateurs autorisés comme théorie du complot, une échappatoire commode. Nous n'aurons ici recours à aucune hypothèse conspiratoire pour expliquer le mode de fonctionnement des médias. En fait, notre approche se présente davantage comme une analyse des règles du marché et de ce qu'elles produisent. Les partis pris les plus flagrants dans le traitement de l'information sont la conséquence de la sélection d'un personnel qui pense ce qu'il faut penser, ayant intériorisé un sens commun de la profession et s'étant adapté aux contraintes des propriétaires organisationnels du marché et du pouvoir politique.
La censure relève ici principalement de l'autocensure des présentateurs et journalistes soumis à leurs sources et aux contraintes organisationnelles des médias, et aussi de leurs collègues plus élevés dans la hiérarchie sélectionnés pour imposer les contraintes. Des acteurs importants contribuent directement à définir et mettre en forme l'information, veillant au respect de la ligne. Le système que nous décrivons est un système de marché encadré dont l'orientation est fournie, le gouvernement, les barons de l'industrie, les grands propriétaires et directeurs de médias et l'ensemble des différents groupes ou individus disposant de responsabilités effectives. Claire Sterling, par exemple, et les experts du Georgetown Center for Strategic and International Studies, Walter Laqueur, Michael Ledeen et Robert Kuperman, ont été installés par les médias comme experts du terrorisme. Nous examinerons dans le chapitre 4 le rôle de Claire Sterling et de Paul Hens dans la mise en place du rouleau compresseur médiatique de la filière bulgare. Dans le cas de l'Amérique latine, les médias ont été incités à se passer des spécialistes universitaires car la plus grande partie de la profession rejetait largement le cadre de la propagande d'État. Il s'avéra donc nécessaire de créer de toutes pièces un nouveau corps d'experts, entre guillemets, Robert Leiken, Ronald Radosh, Mark Falkhoff, Suzanne Kaufmann, Purcell, etc., vers lesquels se tourner pour les besoins de la doctrine. Nous étudions dans le premier chapitre la création d'experts pour répondre aux besoins du système. Les acteurs décisifs se trouvent en nombre suffisamment restreint pour pouvoir éventuellement agir de façon concertée, comme des vendeurs en situation oligopolistique. Cependant, dans la plupart des cas, si les dirigeants des médias font des choix identiques, c'est simplement parce qu'ils ont la même vision du monde, partagent les mêmes motivations, sont soumis aux mêmes contraintes et de fait présentent ou occultent les faits de la même manière, à l'unisson dans une logique suiviste. Pour autant, les médias ne réagissent pas sur tous les sujets comme un bloc monolithique. Quand les puissants sont en désaccord, des dissensions tactiques apparaissent sur la meilleure façon d'atteindre des objectifs qui restent généralement communs, lesquelles dissensions trouvent alors un écho dans le débat médiatique. En revanche, tout point de vue mettant en cause les présupposés fondamentaux ou suggérant que les modes d'exercice du pouvoir d'État observés découlent de facteurs systémiques sera méthodiquement exclu des médias, y compris quand la polémique sur les options tactiques fait rage entre les élites. Nous aurons plus loin l'occasion d'étudier un certain nombre de cas de même nature, mais quel que soit le sujet, le schéma demeure en fait sensiblement le même. Exemple type, la description du Nicaragua agressé militairement par les États-Unis. L'opinion de l'élite était à ce point divisée sur la question qu'il devint possible de se demander si le choix de sponsoriser une armée terroriste était réellement le meilleur moyen de rendre le Nicaragua plus démocratique ou moins menaçant pour son entourage, entre guillemets. Les médias s'abstinrent cependant d'informer l'opinion ou de laisser paraître dans leurs colonnes toute matière pouvant laisser entrevoir que le Nicaragua était en réalité bien plus démocratique, dans le sens non orwellien du terme, que le Salvador ou le Guatemala, que son gouvernement n'exterminait pas ses concitoyens de façon routinière comme le faisaient ceux du Salvador et du Guatemala, qu'il avait su mettre en place bon nombre de réformes socio-économiques vitales pour la majorité de sa population, réformes que les deux autres gouvernements pouvaient difficilement envisager, que le Nicaragua n'était en rien une menace pour ses voisins, mais se trouvait au contraire être l'objet d'attaques permanentes des États-Unis, de leurs clients et autres supplétifs, et que ces mêmes États-Unis redoutaient bien plus le Nicaragua pour ses qualités que ses prétendus défauts. Des 85 tribunes libres concernant le Nicaragua parues dans le Washington Post et le New York Times en 1986, soit durant les 3 mois que dura le « débat national » entre guillemets, qui précéda le vote du Congrès pour le renouvellement de l'aide aux Contras, pas une seule ne faisait état du fait pourtant élémentaire que le Nicaragua n'assassinait pas sa population. Et 2 phrases seulement précisaient que le gouvernement nicaraguayen avait inauguré des réformes. Sur une question aussi importante, aucune ne mettait en parallèle le Nicaragua avec le Salvador et le Guatemala. De même, les médias se gardaient-ils de laisser quiconque évoquer publiquement les résultats obtenus par des méthodes similaires pour apporter la démocratie entre guillemets au Guatemala depuis 1954, c'est-à-dire en favorisant le financement par la CIA d'une invasion armée qui avait bel et bien enterré la démocratie guatémaltèque. On savait par exemple qu'au Guatemala, les États-Unis avaient eux-mêmes depuis des décennies installé et soutenu l'actuel gouvernement et supervisé l'instauration du terrorisme d'État, comme dans bien d'autres pays, qu'ils avaient en outre subverti ou avalisé la subversion de la démocratie au Brésil, au Chili, aux Philippines, là encore parmi bien d'autres, qu'ils se trouvaient alors constructivement engagés auprès de nombreux régimes terroristes un peu partout dans le monde, et qu'ils s'étaient souciés comme d'une guigne de la démocratie au Nicaragua, aussi longtemps que le régime hyper répressif de Somoza était accroché au pouvoir.
En dépit de tout cela, les médias ne semblaient nullement douter que le gouvernement américain trouvait réellement préoccupante la situation de la démocratie au Nicaragua. En 1987, dans un article très critique au sujet du plan de paix, entre guillemets, de Reagan pour le Nicaragua, Tom Wicker écrivait « Quelle que puisse être leur doctrine, les États-Unis n'ont aucun droit, historique ou divin, d'imposer la démocratie aux autres nations, objectif qui ne justifie en rien qu'ils renversent les gouvernements qui leur déplaisent. » Fin de la citation. Wicker ne remettait nullement en cause l'idée que Reagan cherchait à imposer la démocratie au Nicaragua, il critiquait seulement les moyens mis en œuvre qui lui semblaient douteux et le plan lui-même qui semblait voué à l'échec. Précisons que Wicker représente la limite extrême de ce qui peut être exprimé en matière d'opinion dissidente dans les médias américains. Le désaccord au sein des élites quant au moyen le plus approprié de gérer la situation au Nicaragua transparaissait certes dans le débat public, mais les médias, à l'unisson et conformément aux priorités des élites, faisaient en sorte qu'on ne puisse situer l'intervention américaine dans son contexte réel, supprimant systématiquement tout ce qui rendait compte de l'extrême violence et de l'agression américaine et donnant des sandinistes la plus mauvaise image possible. Par exemple, en réponse aux accords de paix d'août 1987, les États-Unis renforcèrent immédiatement, jusqu'au niveau phénoménal de 2 à 3 vols par jour, le pont aérien avec le Nicaragua, qui permettait d'acheminer hommes et matériel sur le terrain. Le but était de miner les accords en intensifiant les combats et d'empêcher le Nicaragua de relâcher sa garde afin de pouvoir l'accuser de ne pas respecter les accords. Ces initiatives constituaient, et de loin, les plus graves violations des dits accords, mais elles n'apparaissaient à peu près nulle part dans les médias. Inversement, le Salvador et le Guatemala, où la situation était nettement pire, étaient dépeints en lutte pour la démocratie derrière des dirigeants modérés méritant de fait un soutien compréhensif. De telles pratiques ne se bornent pas à distordre l'idée que le public peut se faire de la situation réelle en Amérique centrale, elles donnent aussi une idée complètement fausse des véritables objectifs de la politique américaine dans la région. Jacques Ellul souligne une caractéristique essentielle de la propagande. Le propagandiste ne peut révéler les intentions réelles de l'autorité pour lesquelles il agit. Cela reviendrait à livrer ses projets au débat public, aux aléas de l'opinion publique, et leur ôterait de fait toute chance de succès. La propagande doit au contraire couvrir ses projets comme un voile, masquant l'intention véritable. Fin de la citation. Le pouvoir qu'a le gouvernement de fixer cadre d'interprétation et ordre du jour, et de soustraire tout fait gênant aux interrogations de l'opinion publique, apparaît lui aussi de manière flagrante dans la couverture des campagnes électorales d'Amérique centrale, analysée au chapitre 3, et, pour certains cas spécifiques, tout au long des chapitres suivants. Lorsqu'une politique gouvernementale n'essuie que peu ou pas d'opposition au sein de l'élite, elle peut néanmoins se trouver remise en cause à la marge dans les médias, et des faits qui, pour peu qu'on en saisisse réellement la portée, suffisent à réfuter la ligne du gouvernement, pourront même être mis à jour, généralement dans la presse écrite et en dernière page. C'est là un des points forts de notre système. Des faits les plus embarrassants peuvent s'y voir donner une importance considérable, comme ce fut le cas durant la guerre du Vietnam pour faire écho au désaveu croissant de l'électorat, auquel se rallia même une partie de l'élite à partir de 1968. Et cependant, comme nous pourrons le voir Alors, excusez-moi, mais je vais faire une petite parenthèse, là c'est très important ce qui vient d'être dit, ça prouve que les élites et les médias s'adaptent à l'évolution de la pensée de la masse. Je relis ce passage, comme ce fut le cas durant la guerre du Vietnam, pour faire écho au désaveu croissant de l'électorat, auquel se ralliait même une partie de l'élite à partir de 1968. Ça veut dire qu'en gros, ils s'adaptent grâce aux sondages qui leur sont fournis par des instituts statistiques, un petit peu de la même manière que notre président actuel, si vous voulez, par exemple, au début de son mandat, s'exprimait en des termes plutôt intellectuels et fouillés, sa façon de parler, et était perçue comme une façon un petit peu élitiste de s'exprimer, et on a sûrement dû lui conseiller, pour sembler plus proche de la nation en période de Gilets jaunes, on a dû lui conseiller d'utiliser des mots moins compliqués. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est adapté, il s'est commis à des choses comme faire le dab pendant la Coupe du Monde ou des choses qui sont absolument pas de son milieu, bien évidemment, par démagogie. Et voilà, donc ça prouve que en fait, même quand ils lâchent un petit peu de lest au niveau des médias c'est parce qu'ils savent très bien qu'une majorité de l'opinion pense réellement que telle chose est détestable, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils s'adaptent. Mais ils vont lâcher juste un tout petit peu, et derrière, ils vont continuer à vous mentir, en fait. Je reprends la lecture.
Et cependant, comme nous pourrons le voir au chapitre 5, même dans les circonstances aussi exceptionnelles, il demeure presque impossible à certaines informations ou commentaires de paraître dans les médias s'ils ne sont pas strictement compatibles avec le dogme du moment, celui de la bienveillance désintéressée de l'engagement américain répondant à l'agression et à la terreur. Pendant et après la guerre du Vietnam, les apologistes de la politique américaine ont monté en épingle ces informations dérangeantes, le pessimisme récurrent des ténors de l'info ou les débats portant sur des questions tactiques, mais dans le but de dénoncer l'attitude frondeuse des médias accusés à ce titre d'avoir perdu la guerre. Pour ridicules qu'elles fussent, ces accusations n'en avaient pas moins le double avantage de travestir le rôle réel des médias et dans le même temps d'amener ces derniers à coller toujours plus au thème de la propagande d'État. Nous avons toujours défendu l'idée que le fonctionnement naturel de tels mécanismes, laissant sporadiquement apparaître des faits dérangeants dans les strictes limites de présupposés intangibles, tout en excluant les points de vue plus fondamentalement dissidents, qui peuvent s'exprimer dans la presse alternative, sont à la base d'un système de propagande infiniment plus crédible et efficace qu'un système de censure officielle au service d'un ordre du jour patriotique. Notre critique des biais et des priorités sélectives des médias s'appuie, pour un certain nombre de faits précis, sur des informations publiées dans les médias eux-mêmes. Cela a ouvert la porte à une accusation récurrente de sophisme. Le fait qu'un critique des médias s'appuie sur les médias eux-mêmes, étant avancé comme la preuve par excellence que la critique se contredit elle-même, et que la couverture des faits donnés pour discutables est en réalité parfaitement honnête. En réalité, le fait que les médias publient des faits sur un sujet ne prouve en rien que la couverture soit adéquate ou juste. Comme nous pourrons le voir dans les chapitres suivants, les médias occultent une part considérable de ce qui permet de comprendre un événement. Mais plus crucial encore est la place accordée à tel ou tel fait. Le moment, la mise en page, le ton, la répétition, les éléments de contextualisation, les faits, les analyses qui lui donnent sens ou l'en privent. Qu'un lecteur attentif cherchant un fait précis puisse parfois le trouver, avec un regard critique et en imitant le temps, ne dit nullement s'il a été donné à ce fait précis le contexte et l'attention qu'il mérite, si un lecteur moyen avait la moindre chance de le comprendre, ou s'il était rendu totalement marginal. Certes, on peut discuter du degré d'attention qu'il mérite, mais prétendre que dès lors qu'un chercheur assidu et critique peut trouver certains faits, on peut de facto tenir pour démontrer que la couverture des événements par les médias est nécessairement impartiale et que, par voie de conséquence, il ne saurait y avoir d'omission, est parfaitement ridicule. Un lecteur attentif de la presse soviétique pouvait certes apprendre des faits qui allaient à l'encontre de la ligne gouvernementale, mais personne n'en déduisit jamais en Occident que cela témoignait de l'objectivité de la presse soviétique ou de la droiture de sa couverture de l'événement. L'un des points clés de cet ouvrage est que les campagnes indignées de la presse, avec ses silences, ses révélations et ses occultations, sa contextualisation sélective, ses présupposés et son ordre du jour, sont extrêmement utiles pour le pouvoir en place et répondent parfaitement aux besoins du gouvernement et des principaux groupes d'intérêt. Se focaliser sur les victimes du communisme permet de persuader l'opinion de l'ignominie de l'ennemi justifie par avance toute intervention armée, subversion, soutien des gouvernements terroristes, course sans fin aux armements, et le tout pour une noble cause. Alors, petite parenthèse, ces mêmes terroristes qui ont été financés et qui maintenant sont les nouveaux ennemis, bien évidemment. Dans le même temps, la dévotion de nos dirigeants et de nos médias pour ces victimes spécifiques renforce l'orgueil national et le patriotisme en offrant la démonstration de la nature profondément humaniste des nations occidentales. Le public ne perçoit pas les silences qui entourent les victimes de nos propres États clients, et silence non moins indispensable au soutien des politiques que la focalisation constante sur les victimes de l'ennemi. Il eût été très difficile au gouvernement guatémaltèque d'exterminer des dizaines de milliers de personnes si les médias américains y avaient consacré le même type de couverture qu'au harcèlement d'Andrei Sakharov ou au meurtre du père Popieluszko en Pologne. Il eût été impossible de broyer dans une guerre épouvantable le Sud-Vietnam et l'Indochine tout entière, abandonnés ensuite à leur sort dans un tel état de dévastation qu'ils avaient peu de chances de jamais s'en relever si les médias n'avaient rallié la cause faisant d'une agression criminelle un combat pour la liberté et n'acceptant pour critique que des pinaillages tactiques lorsque les intérêts qu'ils représentaient jugèrent le coût de l'agression excessif. Et il en va de même de bien d'autres cas étudiés plus loin, et de beaucoup trop d'autres qui ne le seront pas. Chapitre 1. Un modèle de propagande. Les médias constituent un système qui sert à communiquer des messages et des symboles à la population. Ils ont vocation à distraire, amuser, informer et à inculquer aux individus les valeurs, croyances et codes comportementaux qui les intégreront aux structures sociales au sens large. Dans un monde où les richesses sont fortement concentrées et où les intérêts de classe entrent en conflit, accomplir cette intégration nécessite une propagande systématique.
Dans les pays où les leviers du pouvoir sont entre les mains d'une bureaucratie d'État, le monopole des médias vient généralement renforcer une censure tout à fait officielle. Ces derniers servent les fins d'une élite dominante sans qu'il soit besoin d'épiloguer. Il est beaucoup plus difficile d'observer le fonctionnement d'un système de propagande quand les médias sont des entreprises privées et la censure officielle quasi inexistante. A fortiori lorsque ces médias se font activement concurrence, attaquent et dénoncent périodiquement les méfaits de grandes entreprises et du gouvernement et se posent en farouches défenseurs de la liberté d'expression et de l'intérêt général. Ce qui passe inaperçu, et qui ne fait l'objet d'aucune critique dans les médias, c'est la nature extrêmement limitée de telles critiques, la prodigieuse inégalité dans la capacité de contrôle des moyens de production, et ce qu'elle implique tant du point de vue de l'accès à un système de médias privés que leur choix et fonctionnement. Une modélisation de la propagande se focalise sur ces questions. Le modèle permet de reconstituer par quel processus le pouvoir et l'argent sélectionnent les informations retenues pour la publication, marginalisent la dissidence et permettent au message du gouvernement et des intérêts privés dominants de toucher le public. Les éléments essentiels de notre modèle de propagande, les déterminants qui filtrent l'information, sont classés comme suit. 1. Taille, actionnariat, fortune du propriétaire et orientation lucrative. 2. Poids de la publicité. 3. Poids des sources gouvernementales ou économiques et des experts entre guillemets financés et adoubés par ces sources primaires et agents des pouvoirs. 4. Moyens de contre-feu permettant de discipliner les médias. 5. L'anticommunisme comme religion nationale et mécanisme de contrôle. Tous ces déterminants interagissent et se renforcent mutuellement. La matière première de l'information, passant successivement par ces différents filtres, se réduit au final à un résidu aseptisé prêt à être publié. Il détermine l'axiomatique et l'interprétation de l'information après avoir défini ce qui constitue une information valable et rendre compte des fondements des processus produisant l'équivalent de campagnes de propagande. L'emprise des élites sur les médias et la marginalisation des dissidents découlent si naturellement du fonctionnement même de ces filtres que les gens de médias, qui travaillent bien souvent avec intégrité et bonne foi, peuvent se convaincre qu'ils choisissent et interprètent objectivement les informations sur la base de valeurs strictement professionnelles. Ils sont effectivement souvent objectifs, mais dans les limites que leur impose le fonctionnement de ces filtres. Les contraintes sont si fortes et sont si profondément inscrites dans le système que des choix éditoriaux qui s'établiraient autrement sont difficilement imaginables. Ainsi, le processus aboutissant à retenir l'information poussée par le gouvernement américain sur la livraison d'une cargaison de MiG au Nicaragua, le 5 novembre 1984, ne laissait-il place à aucune interrogation sur le biais inhérent à la priorité dont jouit de facto la communication gouvernementale, pas plus que n'était considérée l'éventualité que le gouvernement puisse manipuler l'information, imposer son ordre du jour et détourner ainsi l'attention d'autres informations. Pour mettre en évidence le cadre général de la manipulation et les biais systématiques qui en résultent, une analyse tant micro au cas par cas que macro sera requise. Les représentants des médias affirment que, par nature, les déclarations du gouvernement sont à publier. Début octobre 86, des notes internes filtrèrent dans la presse indiquant que l'administration Reagan avait délibérément mené une campagne de désinformation pour peser sur les événements de Libye. Et les médias qui avaient contribué à cette campagne de désinformation, sans trop se poser de questions, clamèrent leur indignation d'avoir été manipulés. Pour apprécier tout le sel de ces protestations, il faut savoir que 5 ans plus tôt, la presse avait rendu public un programme de désinformation, dirigé par la CIA, destiné à mettre Kadhafi et son gouvernement dans l'embarras, conjointement à des opérations terroristes sur le terrain visant à le renverser, voire à l'assassiner. On n'en avait cependant tiré aucune leçon. En réalité, les médias se laissent duper en permanence. Ils sont assez rarement exposés au ridicule de la mise au jour de documents gouvernementaux prouvant leur manipulation permanente. S'agissant de la Libye, les médias ont marché dans chacune des combines du gouvernement. Depuis les brigades d'intervention de 1980 jusqu'à l'attentat de la discothèque berlinoise, avalant les couleuvres les plus délirantes, refusant de reconnaître leurs torts rétrospectivement et n'en tirant aucune conséquence, ce qui ressemble à un aveuglement volontaire. On est d'accord. Nous examinons maintenant en profondeur les principaux constituants de notre modèle de propagande avant de le faire fonctionner et le tester dans les chapitres suivants. 1. Premier filtre, taille, actionnariat, orientation lucrative. Dans leur analyse de l'évolution des médias en Grande-Bretagne, James Curran et Jean Seaton décrivent l'émergence dans la première moitié du XIXe siècle d'une presse radicale qui s'adressait directement au prolétariat national.
Cette presse alternative était propre à renforcer la conscience de classe. Elle fédérait les travailleurs parce qu'elle proposait un autre système de valeurs et une autre façon de voir le monde. Elle facilitait une plus grande confiance collective en insistant constamment sur la capacité potentielle des travailleurs à opérer un changement social grâce à la force de l'unité et de l'organisation. Fin de la citation. Les élites au pouvoir y voyaient une menace de premier ordre. Un parlementaire déclare même que la presse ouvrière enflamme les passions des mouvements ouvriers, qu'elle affaiblit leur égoïsme opposant à leurs conditions actuelles, ce qu'ils prétendent devoir être leurs conditions futures, une condition incompatible avec la nature humaine et les lois immuables qu'a établi la Providence pour la régulation des sociétés humaines. On s'efforça en conséquence de briser les médias ouvriers, sous une avalanche de lois et de procès, en conditionnant toute publication au versement d'une caution exorbitante, en imposant diverses taxes qui n'avaient d'autre objet que d'étrangler financièrement la presse radicale. Ces efforts furent vains. Au milieu du siècle, ils furent abandonnés au profit de l'idée libérale que les lois du marché rendraient bientôt les gens plus responsables. Curran et Seaton ont montré comment les marchés réussirent effectivement là où l'État avait échoué. Suite à l'abrogation des taxes punitives sur la presse entre 1853 et 1869, on vit apparaître de nouveaux quotidiens locaux, mais aucun quotidien prolétaire ne fut plus créé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Curran et Seaton observent que l'éclipse de la presse radicale nationale était véritablement si totale que lorsque le Parti travailliste fit son apparition, dans la suite des mouvements ouvriers de la première décennie du XXe siècle, pas un seul quotidien ou hebdomadaire national n'en était le porte-parole. Petite parenthèse, ça me rappelle une manière de faire dans le système des élections américaines. C'est-à-dire que vous avez des PAC et des super PAC, je crois que ça s'appelle comme ça, qui en fait collectent l'argent des particuliers, et les super PAC, ça va être des institutions, des fonds de pension, etc. Et les super PAC, il n'y a aucune limite aux contributions qui sont données aux candidats. Et tout est fait insidieusement, en fait. C'est-à-dire que si le candidat, une fois élu, ne respecte pas les lignes, les visées, en fait, des grands groupes industriels et autres, ils vont pas s'exprimer directement. En fait, ils vont faire des menaces implicites, c'est-à-dire ils vont assécher progressivement, en termes d'argent, assécher progressivement le candidat en question, et ils vont laisser comprendre qu'ils allaient commencer à financer un candidat concurrent, peu importe son bord, qui serait plus disposé, lui, à faire passer les réformes voulues par les grands groupes. Vous voyez? Menaces implicites, etc. Donc en fait, le capitalisme a compris qu'en asséchant certains candidats, certaines idées, certains concepts, certains programmes, et en finançant d'autres, eh bien, en fait, de facto, ça amène à une censure effective. L'une des causes principales était le changement d'échelle des entreprises de presse et l'augmentation des coûts d'investissement qui en découlèrent à partir du milieu du XIXe siècle avec l'évolution des technologies et l'obsession croissante pour étendre le lectorat. L'extension du libre marché s'accompagnait d'une industrialisation de la presse. En 1837, le coût moyen nécessaire à la fondation d'un hebdomadaire national rentable restait inférieur à 1 millier de livres, avec un seuil de rentabilité d'environ 6200 exemplaires. En 1867, le coût de lancement d'un nouveau quotidien à Londres était estimé aux alentours de 50 000 livres. Le Sunday Express, fondé en 1918, dut dépenser, malgré un tirage de plus de 250 000 exemplaires, plus de 2 millions de livres avant de pouvoir percer. Les mêmes mécanismes étaient à l'œuvre aux États-Unis, où le coût de lancement d'un nouveau journal à New York était d'environ 69 000 $ en 1851. En 1872, le Saint-Louis démocrate fut acquis aux enchères pour 460 000 $, tandis que les journaux new-yorkais se cédaient entre 6 et 18 millions de dollars dans les années 20. Très vite, même pour des journaux à faible tirage, le coût des machines se chiffra à des centaines de milliers de dollars, si bien qu'en 1945, on pouvait dire « Même la publication de petits journaux relève du big business et n'est plus un domaine où on se lance à la légère, quelle que soit sa fortune, à défaut de laquelle il est inutile d'y penser. » Le premier filtre, la limitation de l'accès à la propriété d'un média avec une certaine diffusion, si on ne dispose pas de moyens considérables, du fait de coûts rédhibitoires, jouait déjà à plein régime il y a plus d'un siècle, et son poids depuis lors n'a cessé d'augmenter. Nous parlons évidemment ici de médias de grande diffusion, dits médias de masse. Il a toujours été possible de lancer des journaux à faible tirage ou de diffuser des informations renéotypées ou photocopiées visant un public restreint.
Mais même les plus petits journaux ne survivent aux États-Unis que grâce aux contributions de riches mécènes. En 1968, on comptait 1500 quotidiens, 11 000 magazines, 9 000 stations de radio, 1500 chaînes de télévision, 2400 maisons d'édition et 7 studios de cinéma, soit plus de 25 000 médias au total. Mais un bon pourcentage de ceux qui diffusaient de l'information étaient de petite taille, locaux et dépendaient entièrement des grands médias nationaux et des agences de presse pour tout ce qui sortait de leur circonscription. Un très grand nombre était dans les mains des mêmes propriétaires dont certains possédaient toute la gamme des médias. Ben Bagdikian souligne le fait qu'en 1988, si nombreux que soient les supports médiatiques, les 29 plus grands groupes contrôlaient à eux seuls plus de la moitié de la presse écrite et la quasi-totalité des radios, chaînes, magazines, éditions et productions cinématographiques. Il explique qu'une telle situation constitue de facto un ministère privé de l'information et de la culture, capable d'imposer son ordre du jour à l'échelle nationale. On sait depuis longtemps que les médias sont stratifiés. La strate supérieure, en termes de prestige, de moyens et d'audience, s'est résumée entre 15 et 24 groupes à la fin des années 80. C'est précisément cette strate supérieure qui, avec le gouvernement et les agences de presse, détermine l'ordre du jour en matière d'information et produit la majeure partie des informations en direction des strates inférieures et du public. En 1988, les 4 principales agences de presse occidentales, Associated Press, AP, United Press International, UP, Reuters et l'agence France Presse, AFP, représentaient environ 80% des informations internationales diffusées aujourd'hui dans le monde. AP appartient aux journaux qui en sont membres. UP est détenu par un groupe privé. Reuters était principalement détenu par les médias britanniques avant d'être privatisé en 1984. Et petite parenthèse, aujourd'hui Reuters s'occupe aussi des cours de bourse. Mais il parvint à conserver un certain contrôle en limitant le droit de vote des actionnaires. L'AFP est très largement financée par le gouvernement français. Ainsi que le souligne Jonathan Fenby, les agences de presse existent pour être au service des marchés. De fait, elles s'intéressent principalement au juteux marché des médias des États-Unis, d'Europe de l'Ouest et du Japon, et de plus en plus au monde des affaires. La compétition entre elles est féroce, mais AP et UP sont réellement des entreprises américaines opérant à un niveau international. Sans leur base nationale, AP et UP ne pourraient pas fonctionner comme des agences internationales. Cette base implique cependant qu'elles doivent se comporter comme des organisations américaines répondant aux pressions et aux impératifs américains. Fin de la citation. Le degré de concentration au niveau de cette strate supérieure n'a fait qu'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale, à la suite de l'avènement de la télévision et son développement en réseaux nationaux. Avant cette transformation, le marché de l'information était fondamentalement local, bien qu'extrêmement dépendant des strates supérieures et d'un choix très restreint de sources en matière d'information nationale et internationale. Les chaînes locales diffusent désormais des informations nationales et internationales émanant des 3 réseaux principaux, la télévision étant devenue la première source d'information du public. L'apparition du câble a néanmoins entraîné une segmentation du public télévisuel, ainsi qu'une lente érosion des parts de marché et de la puissance des chaînes historiques. Alors là, on a divers tableaux. Le tableau 1.1 réunit des données financières de base concernant les 24 géants médiatiques ou les groupes multimédias qui les contrôlent, qui constituent la strate supérieure des médias américains. Les critères qui déterminent l'appartenance à la catégorie supérieure sont le niveau d'audience, la capacité à imposer de nouveaux standards et la somme des bénéfices courants et à terme. Le dernier quart de notre échantillon de 24 groupes a été sélectionné plus ou moins arbitrairement, quoique le niveau d'audience est constamment prévalu comme principal critère de référence. McGraw-Hill en fait partie du fait de son poids dans l'édition de livres et de revues politiques. À l'époque de la rédaction de ce livre, le sort de Storer n'était pas tranché, ce qui explique sa présence dans le tableau malgré la vente de ses chaînes peu de temps après. Cet ensemble inclut 1. Les 3 principaux réseaux de télévision, ABC à travers Capitol Cities, CBS et NBC à travers General Electric, GE. 2. Les principaux géants de la presse écrite, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Times Mirror, Wall Street Journal, Dow Jones, Knight Ridder, Gannett, Hearst, Scripps Howard, Newhouse, Advance Publication et la Tribune Company. 3. Les principaux magazines d'information grand public, Time, Newsweek, intégré au Washington Post, Reader's Digest, TV Guide, Triangle et US News and World Report. 4. Un géant du livre, McGraw-Hill. 5. Quelques réseaux câblés qui étaient déjà d'une importance considérable et croissante, Murdoch, Turner, Cox, General Corp, Taft, Storer et Groupe W, Westinghouse. La plupart de ces entreprises ont des activités dans différents secteurs des médias et n'ont été placées qu'arbitrairement dans l'une ou l'autre catégorie du tableau. Time Inc. est aussi solidement implantée comme agence de presse que dans la publication de magazines.
McGraw-Hill est l'un des plus gros éditeurs de magazines. Tribune Company est prépondérante dans le domaine de la télévision comme de la presse écrite. Hearst est aussi important dans les journaux que dans les magazines, et Murdoch était aussi fortement implanté dans la publication de journaux ou la télévision que dans l'industrie du cinéma. Ces 24 sociétés sont d'énormes firmes à but purement lucratif, détenues et contrôlées par de très grosses fortunes. Ce tableau montre qu'à une exception près, toutes les entreprises dominantes du secteur, dont les données sont accessibles, affichent plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires contre environ 2,6 millions de dollars pour les entreprises de taille moyenne. On peut aussi noter que près des 3/4 de ces firmes géantes dégageaient des bénéfices nets supérieurs à 100 millions de dollars, la médiane se situant autour de 183 millions de dollars. La plupart de ces firmes géantes sont complètement intégrées au marché financier, les autres n'étant pas pour autant hors de pouvoir de leurs actionnaires, directeurs et banquiers pour s'en tenir au haut du panier. Ces pressions se sont intensifiées à mesure que les actions du secteur devenaient les favorites du marché, et les propriétaires de journaux ou de chaînes de télévision sont parvenus à jouer sur une audience et de revenus publicitaires accrus pour multiplier la valeur de leurs sous-marques et accumuler des fortunes. Tout ça a attiré les spéculateurs, augmentant la pression du marché et la tendance à se focaliser de façon plus intensive sur la rentabilité. Les entreprises familiales se sont trouvées de plus en plus divisées entre ceux qui entendaient tirer parti des nouvelles opportunités et ceux qui préféraient garder le contrôle familial, ces divergences ayant fréquemment précipité des crises débouchant sur la vente des entreprises. Du capital familial à la financiarisation, des médias au piège du marché. Valorisation du capital familial. Après l'acquisition au forceps de Metromedia pour 1,1 milliard de dollars en 1984, John Hughes revendit par secteur entre 1984 et 1986 pour un montant total de 5,4 milliards de dollars, dégageant une plus-value de quelques 3 milliards. La chaîne KDLA TV de Los Angeles, qui avait été rachetée grâce à des pressions par un autre groupe en 1983 pour 245 millions de dollars, fut vendue à la Tribune Company pour 510 millions 2 ans plus tard. Le partage entre les héritiers de James E. Scripps se solda par la vente du Detroit Evening News. Un article nous informe que Daniel Marentette, un membre de la famille Scripps qui se tient lui-même pour un actionnaire agressif, déclarait que les membres de la famille espèrent une valorisation plus importante. On obtient un meilleur rendement en misant sur un cabinet d'experts à New York, selon M. Marentette, qui vend des chevaux de course. Dans la famille Bingham, semblables querelles d'héritage aboutirent à la vente du Louisville Courrier-Journal. Les journaux de New Haven, de la famille Jackson, furent vendus après des années de procédure, et le prix de vente, 185 millions de dollars, ne servit qu'à promouvoir la valeur potentielle des avoirs de la famille dans d'autres journaux. Déréglementation. La tendance à l'intégration croissante des médias dans l'économie de marché s'est accentuée grâce au relâchement des règles limitant la concentration des médias, les participations croisées et leur prise de contrôle par des entreprises extérieures au secteur. Ainsi, sous Reagan, le gouvernement a renforcé les détenteurs de licences télévisuelles en faisant passer leur renouvellement de 3 à 5 ans. Ce renouvellement a été plus ou moins rendu automatique par l'autorité de régulation, la Federal Communications Commission, FCC. La spéculation et la concentration furent renforcées par l'autorisation de revendre ses participations dans un délai ramené de 3 à 1 an. De même, la FCC et le département de la justice n'appliquèrent pas les lois antitrust autorisant des fusions-acquisitions et amenant plus de concentration industrielle, achat de RCA par General Electric, et médiatique, Capital Cities ABC. À partir de 1985, les propriétaires de médias furent autorisés à détenir jusqu'à 12 chaînes de télévision avec un plafond d'audience nationale de 25%, de même pour les radios, alors ce qui est énorme. L'entrée en scène des OPA. En 1985, les dettes de CBS augmentèrent de près d'1 milliard de dollars du fait du rachat par l'entreprise de ses propres actions, afin de se mettre à l'abri d'une OPA de Ted Turner. Le Wall Street Journal notait que, avec des dettes atteignant désormais près de 60% de son capital, CBS doit conserver ses revenus publicitaires pour couvrir le montant de ses emprunts et de leurs intérêts. Les revenus publicitaires ayant en fait cessé de croître, CBS dut se résoudre à des réductions de personnel allant jusqu'à la suppression de 600 postes de techniciens et animateurs, la plus importante compression de personnel depuis la perte du marché publicitaire de la cigarette en 1971. En juin 86, Time Inc. se lança à son tour, et pour la même raison, dans le rachat portant sur un total de 10 millions de ses propres titres, soit 16% de son actif pour un montant estimé à quelque 900 millions de dollars. En réponse aux menaces de Jesse Helms et Turner contre CBS, Lawrence Tisch de la Lowe's Corporation
fut amené à accroître le montant de ses participations dans le capital de CBS, qui atteignait déjà 11,7%. En août 86, sa participation atteignit 24,9%, CBS passant de fait sous son contrôle. Faisant alliance avec William Paley, qui détenait 8,1% des parts, Tisch congédia le PDG de CBS et prit lui-même provisoirement sa place. Cette situation s'est accompagnée d'un abandon progressif des réglementations, déjà minimes au départ, encadrant la publicité et la violence, ce qui a ouvert la porte à l'invasion commerciale, ainsi qu'au recul de la Fairness Doctrine, la règle de l'équilibre des points de vue sur les sujets d'intérêt public. Président de la FCC sous Reagan, Mark Fowler justifia cette dernière mesure par l'ouverture que permettait le marché, assurant ainsi une liberté de choix du public. Entre autres problèmes, Fowler ne tenait aucun compte du fait qu'une véritable liberté de choix implique notamment la possibilité de choisir parmi des options qui ne soient pas exclusivement proposées par une oligarchie dont l'objectif premier est de vendre des téléspectateurs à des publicitaires.